Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle affaire qui va nous conduire dans le nord de l'Europe, ça faisait longtemps tiens. Et laissez-moi vous prévenir d'avance, accrochez-vous car dans cette histoire il y aura énormément d'éléments, des scandales, du meurtre, des mensonges, de la manipulation, tout ça est au programme. Mais avant que nous débutions, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est un soutien énorme. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo les liens Instagram, Twitch et TikTok pour les personnes qui veulent venir interagir directement avec moi. Allez, on ne s'attarde pas plus longtemps et suivez-moi dans les ténèbres scandinaves. Direction la Suède et la petite ville d'Arboga qui se situe dans le comté de Västmanland et qui est une cité de 14 000 habitants à peu près. L'endroit est paisible et reconnu pour la beauté de la nature qui l'entoure. Mais c'est aussi une ville que la famille Möller connaît très bien car depuis la fin des années 1990, elle y possède une grande propriété. Une très belle et grande maison de vacances familiale entourée d'une nature époustouflante. Mais pas seulement, la résidence profite également du 4e plus grand lac de Suède avec une jetée qui avance au milieu de l'eau. Bref, un endroit paradisiaque et parfait pour venir se ressourcer et la famille Möller n'hésitait pas à en profiter. Les parents, Göran et Ann-Christina, emmenaient donc régulièrement leurs deux filles, Ulrika et Johanna, profiter du lac et de la maison. Il faut bien reconnaître que la famille Möller a bénéficié d'une vie plutôt prospère, et ce, notamment grâce au père, Göran. Celui-ci étant un entrepreneur très doué, au point qu'il ouvrira sa propre entreprise avec sa fille, Ulrika, de 3 ans l'aînée de Johanna, et cette dernière fonctionnera très bien, puisqu'elle sera vendue au cours de l'année 2011 pour une très forte somme d'argent. Simplement, Göran a décidé de prendre sa retraite et de cesser de travailler afin d'explorer le monde et de voyager. Et pour réaliser ses rêves et ceux de sa femme, Anne, il a acheté un camping-car afin de ne pas être cantonné aux alentours de la maison de vacances. Et ceci, d'ailleurs, amène le couple à envisager de vendre cette résidence puisque désormais, ils veulent explorer la Suède et le reste de la planète. C'est ainsi qu'au printemps 2016, la décision est prise. Göran et Anne vont vendre la maison de vacances familiale. Un agent immobilier ainsi qu'un photographe sont embauchés afin de mettre en valeur le bien sur le marché. Cependant, il y a tout de même une voix qui s'oppose à la vente de cette maison, celle de Johanna, la plus jeune des filles Möller. Cette dernière considère que le bien est trop précieux et qu'il faut le conserver. C'est un endroit où la famille peut se réunir dans un cadre magnifique. Mais la décision de Göran et Anne, les parents, est définitive et ils prennent l'initiative donc de vendre leurs biens. La propriété étant assez vaste et composée de plusieurs dépendances, les parents décident de commander un conteneur afin d'y entreposer tous les objets personnels. Ce conteneur arrivera le 3 août 2016 et l'ensemble des meubles de la maison et des dépendances seront regroupés à l'intérieur. Göran et Anne se sont arrangés avec leur fille Johanna afin qu'elle se présente à la maison de vacances familiale pour y récupérer ses objets personnels. C'est ainsi que le 2 août 2016, les parents se dirigent vers la maison de vacances familiale et l'atteignent à peu près aux alentours de 14 h. En pénétrant sur la propriété, ils constatent qu'il y a déjà là-bas une camionnette ainsi qu'un camion de déménagement stationné. Johanna, comme convenu, est présente sur les lieux pour récupérer ses affaires, mais elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de David Blomsterlund, qui est son fils, de Mohamed Rajabi, son petit ami, et Jafar Jafari, un ami de Mohamed. Mais les parents et le petit groupe de Johanna ne feront que se croiser, puisque ces derniers avaient déjà complètement chargé les affaires de la jeune femme et s'apprêtaient à partir. Lors de ce chassé-croisé, Johanna indique néanmoins à ses parents qu'elle reviendra le lendemain, le mercredi 3 août 2016, avec 2 de ses enfants. Les parents acquiescent, Johanna quitte la propriété, et voici que Göran et Anne se retrouvent seuls dans la résidence familiale. Le couple a des habitudes bien ancrées et ce jour-ci ne fera pas exception. Ils se dirigent vers la forêt pour se promener, se dégourdir les jambes, y cueillir des fleurs et lorsqu'ils reviennent, Göran décide de s'occuper de l'entretien général du terrain, il va tondre l'herbe et faire un peu de jardinage. En fin de journée, et pour profiter du magnifique lac, tous deux se rendent sur le ponton qui le surplombe. Puis, aux alentours de 22 h, après avoir dîné, généralement, ils vont se coucher. Notez que Göran, habituellement, presque toujours, apprécie regarder le journal télévisé
avant de rejoindre sa femme dans le lit. Il monte donc se coucher aux alentours de 22h15, 22h30. Mais avant de monter à l'étage pour atteindre la chambre et dormir, Yoran a pour responsabilité de fermer la porte d'entrée. Celle-ci étant conçue de la sorte que le verrouillage ne peut fonctionner que d'une seule manière. Simplement, lorsqu'il est en vacances, Yoran profite de la soirée et n'hésite pas à descendre quelques verres, mais il arrive parfois qu'il oublie, du coup, de verrouiller la porte. Et ce mercredi 3 août 2016 est l'un des jours où Yoran va oublier de verrouiller la porte d'entrée. Ce soir-là, Yoran et Anne ont terminé leur dîner qu'ils avaient gaiement arrosé avec du vin, de la bière et même du whisky. Puis, comme d'habitude, ils ont suivi leur routine. Anne est montée se coucher aux alentours de 22h, mais elle s'est rapidement endormie. Dans un sommeil de plomb, elle ne remarque pas que son mari la rejoint dans le lit, mais elle sent comme un coup de coude. Ceci la réveille, et Anne pense en premier lieu que Yoran tente d'attirer son attention parce qu'elle est en train de ronfler. Elle ouvre donc difficilement les yeux, et lorsque ses paupières se relèvent, elle constate une silhouette. Quelque peu étourdie par la fatigue, elle demande à son mari ce qu'il fait. Lorsque soudainement, la silhouette se déplace, elle se positionne au-dessus d'elle et l'attaque avec un couteau. L'arme transperce à de nombreuses reprises la femme qui perd connaissance. Contre toute attente, et malgré l'attaque qu'elle vient de subir, Anne se réveille. Lorsque, petit à petit, elle reprend ses esprits, elle ne voit presque rien. Il y a du sang partout sur ses yeux. Elle tend la main sur son mari qui se trouve à côté et qui ne réagit pas. Néanmoins, elle ne panique pas, et au contraire, elle est prise d'une sensation de chaleur et de confort qui la font s'allonger à nouveau, mais perdre connaissance aussi. Anne est en train d'osciller entre le rêve et la réalité, elle est semi-consciente, mais finalement arrive à s'extirper du lit pour réagir. Alors qu'elle peine à reprendre conscience, elle se dirige vers la salle de bain, et elle se voit dans le miroir, elle ne se reconnaît pas. Elle pense un instant à prendre une douche. Et si l'attitude d'Anne est étrange, c'est parce que le choc de l'attaque était si violent qu'il a altéré ses fonctions cognitives. Et la femme reste forte et finalement se dirige en direction des escaliers pour descendre au rez-de-chaussée et saisir le téléphone. Elle constate, en se rendant dans le salon où se trouve le combiné, que la porte d'entrée est grande ouverte. Elle tente alors d'appeler son mari, Yoran, dont le cadavre gît à l'étage dans le lit. Et ceci démontre l'état de choc et la perte de lucidité que subit Anne. Et finalement, elle réussira à composer le 112, qui est le numéro d'urgence en Suède aux alentours de 23h09. Anne restera 45 minutes durant en communication avec les autorités afin de leur expliquer précisément l'endroit où se trouve la maison de vacances familiale. Une voiture de patrouille de la police ainsi qu'une ambulance finiront par arriver sur les lieux du crime et prendre en charge Anne. Pendant que les secouristes lui apportent les premiers soins, les policiers l'interrogent sur les événements de cette nuit. Et ils la questionnent notamment sur ses ennemis. Y a-t-il des personnes qui en voudraient à elle ou à la famille Muller de manière générale? Elle répond que non, mais il y a bien une personne qui aurait pu commettre ceci, sa fille Johanna. En parallèle, les ambulanciers sont allés confirmer que Yoran est effectivement décédé et ils apprennent la nouvelle à Anne qui n'arrive pas à l'accepter. Mais la femme de 65 ans, en plein état de choc, doit être conduite à l'hôpital le plus proche et elle est prise en charge. Après plus de 4 heures d'opération et 68 points de suture pour recoudre ses plaies, le pronostic vital de Anne n'est plus engagé. Les graves lacérations qu'elle a subies ne lui auront donc pas coûté la vie, ce qui n'est pas le cas en revanche de Yoran, dont les 24 coups de couteau ne lui auront laissé aucune chance. Les médecins légistes, en analysant la dépouille de Yoran, constatent que les coups de couteau semblent avoir été donnés de façon aléatoire et que la personne qui a agressé l'homme ne savait pas réellement ce qu'elle faisait avec son arme. Il apparaît très nettement, en observant l'endroit des blessures du cadavre de Yoran, que l'agresseur n'avait aucune connaissance dans le domaine médical ou même sur l'emplacement des organes vitaux. La cause de la mort de l'homme étant une forte hémorragie et un écoulement de sang trop conséquent. D'ailleurs, si Anne n'avait pas réussi à composer le numéro des urgences, elle aurait certainement connu le même sort selon les médecins. Notez dans cette affaire que le premier individu suspecté pour la mort de Yoran n'est ni plus ni moins que sa femme, Anne. Les enquêteurs supposent qu'Anne pourrait être à l'origine de la mort de Yoran. Mais au bout de quelques jours, ils abandonnent cette piste et s'orientent finalement
sur celle de la plus jeune des filles de la famille Möller. Johanna Möller est née en 1975 à Eskilstuna, en Suède, où elle a grandi avec ses parents et sa sœur aînée. Dans sa relation avec ses parents, il apparaît qu'elle a toujours été beaucoup plus proche de son père, Göran, que de sa mère, Anne. Elle aurait toujours éprouvé plus de difficultés à créer un lien familial fort avec sa mère, qui reportait plutôt son attention sur son autre fille, Ulrika. Dans sa jeunesse, la jeune fille grandit tranquillement. Elle a de nombreux centres d'intérêt, comme la cuisine, la gymnastique ou bien encore les animaux. Son parcours scolaire, durant sa jeunesse, est plutôt bon et sa relation avec ses camarades le semble aussi. Il n'y a a priori rien à signaler de ce côté-là. Mais la phase de l'adolescence sera bien plus compliquée, d'une part pour Johanna, d'autre part pour ses parents aussi. La jeune femme se rebelle constamment contre l'autorité de ses parents et notamment celle de sa mère. Elle s'oppose à n'importe laquelle de leurs décisions. En parallèle, elle empile les conquêtes masculines et elle est bien connue pour l'enchaînement des relations. Et si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle adore voir les garçons faire n'importe quoi pour elle, alors elle n'hésite pas à jouer avec la jalousie de ceux-ci. Elle apprécie par-dessus tout manipuler les gens, et notamment les garçons et ses différentes conquêtes. Elle finira par quitter le lycée en 1993 à l'âge de 18 ans, et elle révélera à sa famille qu'elle est enceinte de 3 mois de son petit ami de l'époque, Magnus Blomsterlund. Johanna et son petit ami Magnus se marieront la même année et accueilleront leur premier enfant, Amanda Blomsterlund. En 1996 et en 1997, Johanna et son mari donneront naissance à leur deuxième et troisième enfant, respectivement David et Julia Blomsterlund. Malgré son mariage et malgré la présence désormais de 3 enfants, Johanna commence à s'ennuyer de la vie de famille et de son couple. Elle s'engage alors dans une liaison extra-conjugale avec l'un de ses voisins. Bon allez, pour ceux que ça angoisse, je vous laisse mettre pause, allez vérifier que votre conjoint n'est pas chez votre voisin, et puis vous revenez regarder la vidéo jusqu'au bout. Sans surprise, Magnus quitte Johanna et engage une procédure de divorce. La femme, quant à elle, restera un petit moment avec son voisin. Mais la flamme finira aussi par s'éteindre avec ce voisin, et voici que Johanna est à nouveau célibataire. Elle en profite pour reprendre partiellement des études au sein de l'université d'Örebro avant de tomber une nouvelle fois enceinte de père Gamalielson au cours de l'année 2003. Johanna donnera donc naissance à son 4e enfant, Alexander. Johanna et père resteront ensemble de nombreuses années, mais comme très souvent avec la jeune femme, les histoires d'amour finissent par se terminer. C'est ainsi qu'ils se séparent et Johanna obtient son diplôme universitaire à l'âge de 32 ans. Ce parcours est d'ailleurs diamétralement opposé à celui de sa sœur Ulrika qui, comme vous le savez, a développé son entreprise avec son père. Göran et Ulrika travaillent main dans la main et génèrent énormément de bénéfices grâce à leur entreprise. Ils nagent littéralement dans l'argent. Ceci déplaît fortement à Johanna, notamment lorsqu'elle compare sa situation à celle de sa sœur. Elle a 4 enfants, des dettes suite aux emprunts contractés pour réaliser ses études et se sent inférieure. Et entre l'année 2011 et 2012, Johanna va à nouveau rencontrer un homme, Aki Paasila. Rapidement, le couple aura des enfants, des jumeaux, Adam et Laura Möller. Johanna rapporte néanmoins à son père qu'elle subit des violences domestiques et celui-ci va lui acheter un appartement en 2014. Göran, grâce à cet achat, espère que sa fille ainsi que les jumeaux pourront vivre séparés de Aki. Et au bout du compte, toute la famille, y compris le père, Aki Paasila, vivra dans cet appartement. Pourtant, Johanna a décrit la relation qu'elle entretenait avec cet homme auprès de tous ses amis et toute sa famille comme violente. Quelle ne fut pas leur surprise dès lors que Johanna annoncera à tous les membres de la famille qu'un mariage se tiendra en fin d'année 2014 avec Aki Paasila. Un véritable étonnement général tant toutes les personnes qui connaissaient Johanna estimaient que le couple en réalité n'en était plus un. Quelques semaines avant le mariage, le 25 novembre 2014, Johanna souscrit à une assurance vie. Elle le fait pour elle-même, mais également pour Aki, et elle semble réellement pressée de souscrire à cette assurance. En réalité, depuis qu'elle a quitté le foyer familial à l'âge de 18 ans, Johanna a toujours perçu des aides de la part de ses parents qui subviennent à ses besoins.
Mais le style de vie extravagant de la jeune femme était incompatible avec les ressources financières dont elle disposait, alors même que ses parents, au cours de nombreuses années, lui ont acheté un véhicule et payé son loyer. Elle n'avait quasiment aucun frais à débourser, et tout ça a coûté environ 600 000 couronnes suédoises, soit à peu près 57 000 euros. Et si cette somme est aussi précise, c'est parce que Anne, la mère, tenait un registre dans lequel elle notait toutes les aides financières que le couple, les parents, apportaient à Johanna. Mais le péché mignon de leur fille était la coûteuse chirurgie esthétique qui ingurgitait toutes les ressources que les parents fournissaient à Johanna. Et au lieu de rembourser ses créanciers, la jeune femme préférait subir ses opérations. Malgré tout cela, et contre toute attente, le mariage entre Johanna et Aki se déroule parfaitement. En tout cas, jusqu'au mois d'août 2015. Au matin du 8 août 2015, lorsque Johanna se réveille dans la maison de vacances, où elle s'est rendue avec Aki, elle a découvert qu'il n'était pas à l'intérieur et a supposé qu'il était parti pêcher. Cependant, lorsqu'elle se rend à l'extérieur de la maison et qu'elle constate que le téléphone portable de ce dernier se trouve sur la jetée, elle commence à paniquer et appelle les urgences. À 8h54 du matin précisément, le coup de téléphone est passé et très peu de temps ensuite, les secours arrivent sur place. Ils ne mettront que très peu de temps avant de découvrir le cadavre de Aki Pasila dans le lac. La dépouille se trouvait à proximité de la jetée, là où Johanna avait récupéré son téléphone portable. Lors de l'autopsie, l'heure de la mort est établie aux alentours de 21h30 la veille, le 7 août 2015. Les poumons de l'homme étant remplis d'eau, ceci a conduit les médecins légistes à conclure que la cause de la mort était la noyade, sans pour autant en connaître les raisons. Néanmoins, un taux d'alcoolémie de 1,6 g dans le sang a été relevé, ce qui signifie que certainement au moment de sa mort, Aki était sous les effets de l'alcool. L'eau dans les poumons ainsi que ce taux d'alcoolémie viennent renforcer la thèse d'une mort accidentelle. Mais les proches de l'homme sont stupéfaits d'apprendre une telle nouvelle, parce qu'ils le connaissent bien et ils savent que Aki est une personne sportive et un grand nageur. Alors, comment aurait-il fait pour se noyer dans une eau aussi peu profonde, y compris sous les effets de l'alcool? Malgré toutes ces questions, l'affaire est close, en tout cas pendant 1 an, jusqu'au meurtre de Joran Müller, puisque désormais, des soupçons s'éveillent à l'égard de Johanna. Et en reprenant les éléments de l'enquête, les officiers en charge de cette affaire vont relever des points curieux. Johanna, le matin du 8 août, lorsque les secouristes sont arrivés, a indiqué qu'ils avaient fait un grand repas la veille avec Aki et les enfants sur la jetée. Une dispute aurait éclaté entre le couple et le sujet était le repas servi. Johanna aurait donc emmené les jumeaux à l'intérieur de la maison et se serait endormie avec eux. Elle détaille n'être sortie de la résidence que le lendemain matin lorsqu'elle a découvert que Aki n'était plus à l'intérieur. Cependant, ceci s'avère être un mensonge puisque les enquêteurs ont analysé les déplacements du téléphone portable de Johanna. Et ils ont pu constater que ce dernier a borné sur 3 antennes autour du lac entre 20h19 et 20h59. Effectivement, des SMS avaient été envoyés depuis ce téléphone portable sur un créneau horaire relativement proche de la mort présumée de Aki. Et une de ces 3 antennes n'aurait jamais pu capter le signal du téléphone de Johanna si celle-ci était restée dans la maison, la distance étant bien trop grande. Ceci signifie que nécessairement, au cours de cet horaire, Johanna est sortie de la maison et a donc menti. Un autre fait qui a surpris le personnel d'urgence est que Johanna ne semble avoir pris aucune mesure pour retrouver son mari. En effet, à peine sortie de la maison après avoir vu le téléphone portable de celui-ci, elle aurait appelé les secours. Une attitude laissant penser que Johanna envisageait l'impossibilité de retrouver son mari. Pourtant, le pompier qui a découvert le cadavre de l'homme précise qu'en se rendant sur la jetée, il était tout à fait visible à l'œil nu et absolument pas dissimulé. Johanna aurait donc dû apercevoir le cadavre de son mari lorsqu'elle s'est rendue sur ce ponton pour récupérer son téléphone portable. Par ailleurs, le mystère s'épaissit lorsque les analyses sur l'eau contenue dans les poumons de l'homme sont étudiées. En effet, il apparaît que l'eau qui se trouvait à l'intérieur de ses poumons ne pouvait pas provenir du lac en raison de sa composition.
cette eau se rapprochant plutôt de celle d'un puits ou d'une source similaire. Et Johanna sera définitivement considérée comme la suspect numéro 1 dans la mort d'Aki lorsque les enquêteurs interrogeront les proches et la famille. Ceux-ci apportent des témoignages qui font froid dans le dos. Ils indiquent que Johanna, à plusieurs reprises, les a sollicités pour assassiner son mari. Ils sont nombreux à exposer l'intérêt qu'avait Johanna dans la mort d'Aki. Et elle proposait même plusieurs plans de le tuer à coups de hache, à coups de couteau, par un accident de voiture. Les idées étaient nombreuses. Et l'un de ses témoins est sa propre fille, Amanda Blomsterlund, affirmant que sa mère parlait en de très mauvais termes de l'homme et qu'elle n'hésitait pas à le dépeindre comme un agresseur violent et dangereux. Bien entendu, tout ceci était faux, mais Johanna tentait de manipuler un maximum de monde dans le but de le faire tuer. Et cela a fonctionné en partie sur son père, Joran. Puisque souvenez-vous, celui-ci a littéralement offert un appartement à Johanna afin qu'elle soit protégée de son mari. Mais la manipulation est allée même plus loin, puisque pour obtenir l'assurance vie et y souscrire, Johanna a imité la signature de son mari. Et en cas de décès de celui-ci, elle devrait percevoir 2 millions de couronnes suédoises, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 200 000 euros. Le mobile du meurtre apparaît ainsi être financier, puisqu'il semblerait qu'Aki avait rencontré une autre femme et il entretenait une relation extra-conjugale. Or, un divorce aurait été catastrophique pour Johanna et la souscription à son assurance vie. Selon les enquêteurs, elle a donc dû agir rapidement avant que son mari ne la quitte. Pourtant, malgré tous les éléments exposés et contre toute attente, Johanna sera acquittée en appel. Le tribunal estimant qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et définitives pour démontrer la culpabilité de la femme. C'est ainsi que Johanna Müller est acquittée du meurtre de son mari. Les sombres affaires de meurtre auxquelles Johanna semble mêlée ne sont pas les seules casseroles derrière elle. À l'été 2016, Johanna Müller a mouillé dans un scandale d'une toute autre nature. À l'époque, elle dirigeait un centre pour réfugiés mineurs dont la mission était de les placer dans des familles afin de les aider à s'installer dans leur nouveau pays, la Suède. Et la police a reçu un tuyau de la part d'un employé de ce centre, selon lequel Johanna Müller faisait la fête avec des réfugiés mineurs et les utilisait à des fins sexuelles. Tous les mineurs ayant témoigné dans cette affaire ont indiqué avoir été manipulés par Johanna. Elle les forçait à des relations sexuelles, sinon elle les menaçait de les renvoyer dans leur pays. Des vidéos de ces ébats sexuels ont même fuité et se sont répandues dans les médias suédois. L'affaire s'est transformée en véritable scandale, mais Johanna a indiqué que ce n'était pas elle sur ces vidéos. Elle a indiqué qu'il s'agissait de l'une de ses filles et a fait basculer la responsabilité sur celle-ci. Quelques semaines plus tard, 2 réfugiés mineurs témoins dans cette affaire ont brutalement été agressés. Et par la suite, l'enquête a été clôturée. Néanmoins, après l'horrible meurtre de Joran Müller et l'attaque sauvage contre sa femme, les enquêteurs qui ont replongé dans le passé de Johanna la suspectent sérieusement ainsi que son petit ami Mohamed Rajabi. Heureusement pour la police, l'enquête ne va pas piétiner bien longtemps puisque Mohamed va se mettre à table. Il ne résistera pas bien longtemps aux interrogatoires des policiers et il avouera le meurtre de Joran Müller ainsi que la tentative de meurtre sur Anne. Mais il avoue par ailleurs que s'il a attaqué ces personnes, c'est parce qu'il avait été forcé par Johanna. Il affirme qu'effectivement, si elle n'avait pas été présente au moment du meurtre, elle avait en réalité tout manipulé. Johanna, se trouvant dans une voiture à l'extérieur de la propriété ce soir-là, attendant que Mohamed revienne. Mohamed est né en Iran le 8 janvier 1996 et à l'été 2015, il décide de quitter ce pays pour rejoindre l'Europe, qu'il traverse de part en part avant d'atteindre la Suède. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans un camp de réfugiés en Grèce avant d'entrer en Europe, sa photo a été prise ainsi que ses empreintes digitales. Il a dû remplir un formulaire dans lequel se trouvaient ses coordonnées personnelles, mais également sa date de naissance. Mohamed, alors âgé de 20 ans, pensait qu'une personne dont l'âge était inférieur à 21 ans ne pourrait pas traverser l'Europe. Il a donc menti sur sa date de naissance. Suite à ça, il s'est ensuite vu attribuer une place dans un logement destiné aux réfugiés en Suède.
C'est ainsi qu'il a intégré un centre pour réfugiés à Arboga et qu'il a rencontré l'un de ses amis, Jafar Jafari. Et chaque vendredi, dans le cadre de ses activités, Yohanna se rendait dans ce centre pour réfugiés. Et quelques jours avant de fêter Noël en 2015, Mohamed est tombé gravement malade et il a dû être transféré dans un petit hôpital de campagne. Yohanna a appris cette nouvelle et elle s'est rendue auprès de Mohamed en lui expliquant qu'il pouvait emménager chez elle et qu'elle pourrait prendre soin de lui. Et l'homme rejette la proposition et retourne au centre pour réfugiés. Simplement, la proposition de Yohanna tient toujours et le personnel de l'établissement lui-même va convaincre Mohamed d'accepter. Suite à ses graves soucis de santé, il valait mieux pour lui de vivre à proximité d'un grand hôpital et le logement de Yohanna était parfait pour ça. Il finit donc par accepter et emménage avec Yohanna Müller. Mais à peine a-t-il posé ses bagages dans l'appartement de Yohanna qu'elle lui explique que pour cette première nuit, il pourra dormir dans son lit. Et dès ce premier soir, Mohamed et Yohanna entameront des relations sexuelles. Mais au bout d'une semaine, cette situation ne satisfait pas Mohamed, qui se sent même mal à l'aise, et il demande à retourner au centre pour réfugiés. Mais Yohanna souhaite à tout prix qu'il reste, et elle lui indique que le centre pour réfugiés va bientôt fermer. À l'entame de l'été 2016, Yohanna va commencer à parler de ses parents à Mohamed. Elle peste contre eux, indiquant que ce ne sont pas de bonnes personnes, et elle affirme que son père l'a violée alors qu'elle était âgée de 10 ans. Elle dit à Mohamed que jusqu'à présent, elle avait gardé secrète cette agression, mais que désormais, elle souhaitait voir la tête de ses parents décoller de leur corps. Elle demande donc au jeune homme de tuer ses parents pour elle. Notez qu'à ce même moment, Joran et Anne Müller avaient coupé les vivres à leur fille, et certainement, ceci a dû jouer dans la volonté de les tuer. Mais suite à la proposition, Mohamed indique qu'elle a dû le confondre avec un meurtrier et qu'il ne ferait pas ça. Il souhaite à présent quitter Yohanna et prendre un autre chemin. Malheureusement, ceci n'arrivera jamais. Au contraire, pendant environ 2 mois, entre 2 menaces d'expulsion, Yohanna incitera Mohamed à commettre le meurtre de ses parents pour la venger. Mohamed refusera à chaque proposition, sauf à la dernière où il finira par accepter. C'est ainsi que le 2 août 2016, Yohanna, Mohamed, David, le fils de Yohanna, et Jafar Jafari, un ami de Mohamed, se rendent à la maison familiale pour récupérer les effets personnels de Yohanna. C'est à ce moment que le petit groupe a croisé Joran et Anne Müller qui eux aussi se rendaient à la maison familiale pour faire du rangement. Le matin du 3 août 2016, Mohamed se réveille aux alentours de 11 h et il constate que Yohanna n'est pas présente dans la maison. Il décide donc de sortir ce jour-là pour rejoindre des amis à lui avec qui il va consommer de l'alcool et de la drogue toute la journée. À 19 h, ce jour-là, il reçoit un SMS de la part de Yohanna qui l'enjoint de rentrer à la maison. La femme indique à Mohamed de le suivre et il se dirige en direction du lieu de travail de Yohanna où il récupère une voiture de fonction. De là, après avoir échangé le véhicule, ils partent vers la maison de vacances familiale des Müller. Au cours du chemin, Yohanna demande à nouveau à Mohamed s'il a bien l'intention de tuer ses parents. L'homme se met en colère et lui répond « Tu es déjà en route, de toute façon, pourquoi est-ce que tu demandes ?» Le couple reste dans le véhicule 20 à 30 minutes et discute des événements à venir. Puis Yohanna transmet à Mohamed une chemise, des gants ainsi qu'un couteau. Elle lui détaille précisément l'agencement de la maison et où dorment les parents. Enfin, elle conseille à Mohamed d'attendre que la lumière au rez-de-chaussée s'éteigne avant d'agir. Et la conversation se terminera par une phrase que Yohanna répète extrêmement souvent « Les deux doivent mourir ». C'est ainsi que l'homme sort du véhicule, se dirige vers la maison, puis s'assoit quelques instants à côté du conteneur qui venait d'être livré. Et 5 minutes plus tard, observe s'il y a de la lumière au rez-de-chaussée. Il n'y en a pas, il peut donc avancer jusqu'à la porte d'entrée. Il teste la poignée de celle-ci et elle n'est pas verrouillée. Notez qu'auparavant dans le véhicule, Yohanna n'avait pas expliqué à Mohamed comment entrer dans la maison. Si la porte avait été verrouillée, Mohamed n'aurait pas pu entrer à l'intérieur sans fracturer une vitre et faire énormément de bruit.
Mais cette porte n'est pas verrouillée et l'homme pénètre dans la maison. Il grimpe à l'étage et se trouve face à la porte ouverte de la chambre des parents. Il souhaite s'assurer que les deux dorment profondément. Il patiente donc 30 minutes face à la porte ouverte et la chambre. Une fois le temps écoulé, il pénètre à l'intérieur armé d'un couteau et lance une attaque fulgurante. De nombreux coups de couteau sont envoyés aléatoirement sur Yoran et également sur Anne. Alors qu'il pense que les deux parents sont décédés, il s'enfuit le plus rapidement possible de la maison et rejoint Johanna dans la voiture. Celle-ci s'était endormie et a soudainement été réveillée par Mohamed qui entre dans le véhicule. Il était totalement recouvert de sang et le couple est parti en trombe en direction de l'appartement de Johanna. En chemin, il se débarrasse du couteau qui a servi au meurtre et le jette dans un lac. Le couple est de retour aux alentours de 1h du matin. Les habits de Mohamed, complètement tachés de sang, sont mis à la machine à laver. Puis, comme si de rien n'était, ils sont allés se coucher. Mais le matin du 4 août 2016, la police a contacté Johanna et elle est folle de rage. Effectivement, la mère, Anne, a survécu. À 20h, ce même jour, des agents de police rencontrent Johanna et la questionnent à propos de ses parents. Le lendemain, le 5 août 2016, après ce passage de la police, Johanna et Mohamed envisagent de quitter le pays et de se rendre en Thaïlande. Mais leur plan sera avorté lorsque la police les interpellera à Stockholm avant qu'ils ne puissent quitter le pays. Ils séjourneront 3 jours dans les cellules suédoises mais seront finalement libérés après avoir nié catégoriquement toute implication dans ce meurtre. Une fois dehors, les plans n'ont pas changé pour le couple qui souhaite toujours quitter le pays, mais cette fois-ci, ce sera la Norvège. Johanna réussira à traverser la frontière. Mohamed, lui, éprouvera bien plus de difficultés puisqu'il sera interpellé. Il passera 2 jours en garde à vue avant d'être notifié d'une amende qu'il devra payer et d'un avis d'expulsion du territoire dans les 15 jours. Et Mohamed est libéré et il finit par réussir à rejoindre Johanna à l'hôtel en Norvège. Pendant 3 jours, ils vont fortement se droguer et s'alcooliser. Mais au terme de ce délai, ils seront interpellés. Et cette fois-ci, la partie semble finie. Ils sont expatriés en Suède et placés en détention provisoire pour qu'ils ne s'échappent pas. Ils sont tous deux longuement interrogés et vous le savez à présent, Mohamed va tout avouer. Les preuves médico-légales viennent d'ailleurs appuyer son récit, puisque des traces de sang appartenant à Joran sont retrouvées dans le véhicule qui a été utilisé pour se rendre à la maison de vacances. L'ADN de Mohamed est retrouvé sur la dépouille de Joran, le père. Des empreintes de pas retrouvées sur le lieu du crime correspondent aux chaussures que Mohamed possède. Et finalement, toutes ces preuves ne font que relier Mohamed au meurtre et non pas Johanna. Simplement, grâce à d'autres éléments, un livre contenant des notes rédigées par Johanna, les relevés téléphoniques des appels et des SMS passés, les différentes positions du téléphone portable de la femme vont permettre finalement d'établir des recoupements. En parallèle, bien sûr, il y a le témoignage précieux de Mohamed qui vient détailler et finaliser toute cette affaire. Mais Johanna, quant à elle, réfute toutes les accusations et elle clame son innocence coûte que coûte. Pourtant, le 21 août 2017, Johanna Müller est déclarée coupable de l'organisation du meurtre de son père, Joran, et de la tentative de meurtre sur sa mère, Anne. Pour ces faits, elle sera donc condamnée à une peine d'emprisonnement à vie. Mohamed, quant à lui, est également reconnu coupable du meurtre de Joran ainsi que de la tentative de meurtre de Anne, mais il ne sera pas condamné à une peine d'emprisonnement à vie. En effet, en Suède, seules les personnes âgées de plus de 21 ans peuvent encourir la perpétuité. Or, au cours du procès, il a été démontré que Mohamed avait menti lorsqu'il a intégré le territoire européen sur son âge, et au moment des faits, il était âgé en réalité de 20 ans. Par conséquent, ce n'est qu'une peine de 14 ans d'emprisonnement qui est prononcée à son égard. Il sera aussi expulsé du pays et ne pourra plus jamais revenir en Suède. Le 27 février 2018, tous deux ont fait appel de la sentence, mais dans les 2 cas, il y a eu un rejet. Voilà pour la terrible affaire de Johanna Müller, une forte manipulatrice, psychopathe, on peut le dire, et une enfant ingrate. En tous les cas, j'espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. N'oubliez pas dans la description Instagram, Twitch et TikTok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao.